Permettez-moi d'abord de me présenter, Ousmane Alioune Ndiaye, professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Limamou Laye. Alors le thème sur lequel on va travailler aujourd'hui porte sur l'intégration régionale dans le monde. Exemple dans l'espace nord-américain et dans l'espace européen. Quelle est la place de ce thème dans le programme et en quoi est-il important pour l'apprenant? Alors ce thème est très intéressant dans la mesure où il traverse tout le programme. Non seulement il s'inscrit en parallèle, mais aussi dans la continuité de la première leçon relative au système monde. Et ensuite, toutes les parties que nous étudions, les différentes parties du programme, nous amènent toujours à étudier des types d'intégration plus ou moins poussés entre les pays qui constituent donc chacune de ces parties. Alors c'est un phénomène aussi de regroupement qui peut être analysé en fonction des degrés d'intégration. Et ici, à l'appui des exemples dans l'espace nord-américain et dans l'espace européen. Au terme de son apprentissage, qu'est-ce que l'apprenant doit savoir ou doit pouvoir faire? Alors, nous avons comme objectif général ici comprendre les modèles d'intégration régionale. Et comme objectif spécifique, identifier les motivations qui sous-tendent ces logiques d'intégration. Également, déterminer la nature des relations entre les différents pays en fonction du degré d'intégration. Quelles sont les ressources qui doivent être mobilisées pour atteindre ces objectifs? Alors, les concepts clés qui seront utilisés, ce sont des concepts clés en relation avec la discipline, mais en particulier avec l'objet qui est ici étudié. Il s'agit de mondialisation, d'intégration, de régionalisation, d'accords commerciaux régionaux, de libre-échange, d'union douanière, de marché commun, ALENA, etc. Alors nous aurons aussi à utiliser beaucoup de supports, non seulement des cartes, mais aussi des textes, des tableaux statistiques, des formules pour des calculs, mais aussi des choix de représentation graphique. Quelles sont les stratégies retenues pour atteindre ces objectifs? Et là, nous allons partir des prérequis des apprenants. Et ces prérequis vont être mis en relation avec des documents pour analyser la problématique de l'intégration, pour identifier et localiser à partir des documents les espaces d'intégration, mais aussi pour analyser à partir des documents les réalisations, les défis, les problèmes auxquels ces intégrations sont confrontées. Quel est le plan retenu pour dérouler la séquence? Alors pour dérouler ce thème, nous aurons un plan en 3 parties. D'abord une introduction, ensuite une première partie qui va porter sur l'intégration régionale en tant que telle. Les logiques d'intégration et les types d'intégration vont être étudiés. Un deuxième point qui va porter sur l'intégration dans l'espace nord-américain, nature et objectifs de cette intégration, enjeux, bilan et perspectives. Nous aurons aussi comme troisième point la construction européenne. Donc les étapes avec élargissement et renforcement, les réalisations, mais aussi les défis et les perspectives. Alors pour cette séance, nous aurons à aborder les 2 premiers points qui ont été cités, notamment l'intégration régionale et l'intégration dans l'espace nord-américain. Une autre séance, n'est-ce pas, va prendre en charge la 3e question ici qui porte sur la construction européenne. Voilà, maintenant on va introduire la question et pour cela, chers élèves, je vous soumets ces 2 documents. Une carte du monde, un planisphère, mais également un tableau statistique des grands ensembles régionaux. Pour ce premier point, quelle est la démarche que vous avez adoptée? Alors ici, à partir de ces 2 documents, chers élèves, nous allons non seulement identifier, mais localiser les 2 espaces d'études. Regardons d'abord la carte. Quelles sont les régions qui nous concernent? Regardons le tableau statistique d'abord. Quelles sont les régions que nous allons étudier? Donc vous le savez, il s'agit de l'espace nord-américain et de l'Europe. Alors on va retourner maintenant sur la carte pour essayer de localiser donc, sur cette carte-là les régions qui nous concernent. Et chers élèves, moi je fais appel à vos prérequis. Ce n'est pas la première fois que vous avez vu un planisphère. Vous êtes en mesure de localiser l'espace nord-américain et l'espace européen. Alors, où est-ce qu'il se trouve l'espace nord-américain? Donc, vous avez la partie nord de l'Amérique, composée notamment de 3 pays. Vous avez non seulement les États-Unis au milieu, mais aussi le Canada et le Mexique. L'espace européen au nord du continent africain, dans la continuité
vers l'ouest de ce vaste ensemble qu'on appelle Eurasie. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué sur le tableau statistique? Qu'en plus de l'espace nord-américain et de l'espace européen, il y a d'autres espaces, il y a d'autres grands ensembles régionaux qu'on aurait pu également localiser sur la carte. Alors ça veut dire quoi? Regardons encore la carte. Que nous avons plusieurs grands ensembles régionaux et que ces grands ensembles sont dans une relation multiple, non seulement de compétition, mais aussi de rivalité. Et c'est ça qui fait que dans ces grands ensembles régionaux, les pays de plus en plus ont tendance à se regrouper pour mettre ensemble des intégrations. Alors, ces intégrations régionales, n'est-ce pas, nous les avons dans tous les espaces, mais pour ce qui nous concerne, ce sont les exemples dans l'ENA que nous allons voir, mais aussi l'exemple dans l'espace européen. En introduction, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors, donc, de tout ce que nous avons expliqué, il consiste à retenir ces principaux points. Le premier, c'est que l'explosion de la diffusion des flux a créé une économie monde qui met en relation des espaces avec des rapports de puissance très déséquilibrés. Ces disparités ont motivé des tentatives de regroupement régional pour renforcer des positions dominantes ou pour mettre en place des économies d'échelle plus grandes. C'est dans ce cadre que des centaines d'accords commerciaux régionaux, des ACR, ont été mis en place, comme l'ALENA devenu ASEM aujourd'hui et l'Union européenne. Il s'agira ici, dans le cadre de cette présentation, de parler de l'intégration économique régionale avant de proposer en exemple les cas dans l'espace nord-américain et dans l'espace européen. Alors, comme premier point, nous allons parler de l'intégration régionale. Logique d'intégration et type d'intégration. Donc, premier sous-point, logique d'intégration. Pour ce premier point, quelle est la démarche que vous avez adoptée? Alors, chers apprenants, pour ce point-là, je vais faire appel à vos prérequis. L'intégration régionale, ce n'est pas la première fois que vous l'avez abordée. C'est une question que vous avez vue en classe de 3e, notamment dans votre cours d'éducation civique, mais également en classe de première, la dernière leçon notamment, qui vous demande de faire un dossier sur l'intégration. Et les questions qui étaient étudiées même, c'était l'ALENA, c'était aussi l'Union européenne. La première leçon aussi en terminale, qui parle de système monde, dans une certaine mesure, aborde aussi la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces prérequis? N'est-ce pas que vous avez compris que l'intégration régionale, c'est cette tendance de plus en plus importante qu'on observe à voir les pays dans une aire géographique proche se rapprocher, donc pour intégrer leur économie. Il faut dire que la logique de l'intégration, elle est fondée sur des motivations essentiellement économiques. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté aussi, on assiste à une multiplication des accords commerciaux régionaux. Mieux, il y a une nouvelle tendance qu'on observe. De plus en plus, des pays situés dans des aires géographiques très éloignées ont tendance aussi à intégrer leur économie. Vous savez qu'avec la mondialisation, les frontières ont été pratiquement abolies, les distances supprimées, ce qui fait que la question de la distance ne se pose plus. Des pays très éloignés aujourd'hui sont aussi en situation d'intégration. Voilà, donc après avoir parlé de logique d'intégration, nous allons maintenant parler des types d'intégration. Et chers élèves, je mets à votre disposition donc deux documents, deux textes. Donc le premier, il est là, les formes d'intégration. Le régionalisme résulte d'une initiative des pouvoirs publics. Il correspond à une initiative institutionnelle d'organisation régionale. Il présente plusieurs formes, de la moins à la plus ambitieuse. Les zones de libre-échange représentent la forme la plus répandue. Exemple, ALENA. La diminution ou la suppression des droits de douane ne s'accompagne pas de l'adoption d'un tarif extérieur commun. Les unions douanières, le libre-échange intérieur s'accompagne de la fixation d'un tarif extérieur commun à l'égard des pays tiers. Alors, le deuxième document aussi, c'est un texte donc, qui parle de l'approfondissement de l'intégration. Et ici, nous prenons prétexte de
l'approfondissement de l'intégration dans l'espace européen pour parler d'autres types d'intégration. En 1956, les négociations entre les 6 reprennent et aboutissent à 2 traités signés à Rome. Le 25 mars 1957, créant la CEE ou marché commun et la CEEA ou Euratom. Le marché commun implique la disparition des barrières douanières entre les 6 et l'adoption d'un tarif extérieur commun. Outre les marchandises, le grand marché commun doit concerner également les capitaux, les services et les hommes. Le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993. Cette date est celle de la naissance de l'Union européenne, Union économique, avec un cadre institutionnel et l'établissement d'un calendrier contraignant pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. Comment l'élève va-t-il procéder? Alors, chers élèves, en lisant ces 2 textes, vous allez essayer d'identifier les différents types d'intégration qui sont évoqués ici et pour chaque intégration, vous en relevez donc ces caractéristiques. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Revenons sur le premier texte, les formes d'intégration. Qu'est-ce que vous avez retenu dans le premier paragraphe? On nous dit que l'intégration se présente sous plusieurs formes. Et on nous dit de la moins ambitieuse à la plus ambitieuse. Quelle est la première forme qui est évoquée? Vous avez le libre-échange. Et on nous dit que ce libre-échange-là, soit dit en passant, c'est l'exemple dans l'ALENA, dans l'espace nord-américain. On nous dit la diminution ou la suppression des droits de douane ne s'accompagne pas de l'adoption d'un tarif extérieur commun. Donc, dans le cadre d'un libre-échange, qu'est-ce que nous avons? Seulement la libre circulation des marchandises. Union douanière, qu'est-ce qu'on nous dit? Le libre-échange intérieur s'accompagne de la fixation d'un tarif extérieur commun à l'égard des pays tiers. Ça veut dire qu'ici, en plus du libre-échange, nous avons autre chose. C'est que les pays mettent en commun, n'est-ce pas, leur politique commerciale. Nous avons une harmonisation donc des politiques commerciales entre les pays qui sont concernés par l'union douanière. Donc on peut regarder l'autre texte. Ici, on nous parle de quoi? Qu'est-ce que vous avez relevé? Un marché commun. Et le marché commun, comment on l'a expliqué ici? La disparition des barrières douanières entre les 6 et l'adoption d'un tarif extérieur commun. Vous avez aussi le grand marché commun doit concerner également les capitaux, les services et les hommes. Qu'est-ce que vous avez retenu? Que dans le marché commun, vous y avez non seulement ce qui était dans le libre-échange, mais également ce qui était dans l'union douanière. Et en plus de ça, nous avons la libre circulation des facteurs de production, les capitaux, les services et les hommes. En plus des marchandises circulent librement. Alors, autre forme d'intégration, c'est ce qu'on appelle l'union économique. Et là, c'est la forme d'intégration la plus achevée, si on peut dire, avec un cadre institutionnel et même la possibilité de la mise en place d'une union économique et monétaire. Donc, voilà les 4 types d'intégration qui vous sont présentés et que vous avez bien relevés. Voilà, donc de tout ce que nous avons expliqué, il convient de retenir ces éléments-là. Nous avons 4 degrés de coopération qui peuvent être distingués. La zone de libre-échange d'abord. Comment on l'a défini? C'est une zone où les restrictions commerciales entre les pays membres sont levées d'un commun accord, mais où chaque pays peut conserver sa propre politique commerciale à l'égard des pays extérieurs à la zone. C'est l'exemple de l'accord de libre-échange nord-américain, devenu l'accord Canada-États-Unis-Mexique. L'union douanière, c'est une zone de libre-échange dans laquelle les partenaires ont adopté une réglementation commerciale commune par rapport aux pays tiers. Le marché commun, il dispose de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. C'était le cas de la CEE. L'union économique, c'est la forme de coopération économique la plus intégrée. Aux 4 libertés du marché commun, il faut ajouter pour les États membres des politiques macroéconomiques communes. C'est le cas de l'Union européenne. Alors, en dernier ressort, il s'agit de dire aussi qu'il existe d'autres formes de coopération économique et politique moins intégrées que la zone de libre-échange.
On parlera alors de forums régionaux. Il s'agit de cadres d'échange avec des décisions qui n'ont aucun caractère contraignant. Alors donc le deuxième point porte sur l'intégration dans l'espace nord-américain. Et ici, nous allons parler de la nature et des objectifs. Nous allons parler des enjeux. Nous allons parler du bilan et des perspectives de cette intégration. Donc, premier point, nature et objectifs. Alors, je vous propose ces deux documents, chers élèves. Vous avez deux textes qui parlent justement, qui vont nous permettre de caractériser non seulement la nature de l'intégration dans l'espace nord-américain, mais également la lecture de ces deux textes donc, nous permettra aussi d'identifier les objectifs. Premier texte. Accord essentiellement commercial, l'ALENA est entré en application en 1994. Les trois États s'engagent à respecter un ensemble de règles économiques communes, dont le libre-échange. Il permet une forte intégration commerciale, mais l'ALENA n'est pas un espace unique. La circulation des hommes entre les pays n'y est pas libre. Deuxième texte. La clause d'origine exige que les produits échangés soient en majorité ou en totalité fabriqués en Amérique du Nord. Chacun des participants trouve avantage à cette association, d'autant qu'il y a une incontestable complémentarité entre le Mexique et le Canada, riches en sources d'énergie et matières premières, et les États-Unis, fournisseurs de capitaux et de technologies. Comment l'élève va-t-il faire pour exploiter ces documents? Alors, vous allez, à partir de ces deux documents, essayer donc de définir la nature même de cette intégration, mais également de relever les objectifs. Alors, regardez bien ce que vous avez certainement remarqué. On nous parle de quoi dans le premier texte? On nous parle d'un accord essentiellement commercial. On nous parle de libre-échange. On nous parle d'une forte intégration commerciale. Donc, ça revient à dire quoi? Que ce que nous avons ici, c'est une intégration fondée sur les principes du libre-échange. D'ailleurs, quand nous avions parlé de l'ALENA, nous avions dit, en présentant les différentes formes d'intégration, nous avions dit que l'ALENA était un libre-échange. Alors, le libre-échange ici, comment il a été mis en place? Nous avons depuis 1989 le Canada et les États-Unis d'abord. Ensuite, en 1994, nous avons le Mexique. Et depuis le 30 septembre 2018, ces trois pays ont annoncé la conclusion d'un nouvel accord qui s'appelle ASEM. Un nouvel accord qui a été signé le 30 novembre et qui est en phase de ratification. D'ailleurs, le Canada, plutôt le Mexique et les États-Unis ont déjà ratifié, il reste le Canada. Mais dans tous les cas, nous avons toujours un libre-échange. Alors, maintenant, pour parler un peu des objectifs. Quand on parle de libre-échange, l'objectif premier, c'est quoi? C'est la suppression de toutes les barrières aux échanges, tarifaires et non tarifaires. Quand on parle des barrières aux échanges tarifaires, ce sont notamment les taxes douanières. Et quand il s'agit de barrières aux échanges non tarifaires, ce sont les quotas, ce sont les licences, etc., qui pourraient être des entraves et qui, normalement, doivent être levées. Alors, regardez le deuxième texte. Regardez ce que vous avez relevé d'ailleurs, certainement. La clause d'origine exige que les produits échangés soient en majorité ou en totalité fabriqués en Amérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons déjà cerné les objectifs. C'est la levée de toutes les restrictions aux échanges. Mais il ne faut pas penser que dans le cadre d'un libre-échange, les vannes, si on peut dire, sont ouvertes totalement. Il y a des restrictions qu'on peut observer par rapport à la circulation de certains produits. Alors souvent, c'est pour protéger certains secteurs qui sont très sensibles à la concurrence. On peut donner comme exemple le secteur de l'automobile américain. Les véhicules en provenance du Mexique doivent être fabriqués au Mexique. C'était à plus de 60%. Et aujourd'hui, dans le cadre du nouvel accord, c'est à plus de 70%. Nous avons aussi les produits laitiers canadiens qui, pendant très longtemps, étaient protégés. Donc, on peut dire que les objectifs, c'est ça fondamentalement. Pour résumer un peu tout ce que nous avons dit, la nature de cette intégration, c'est un libre-échange qui a d'abord lié les États-Unis au Canada avant que le Mexique n'intègre cette association.
Et en ce faisant, le Mexique a été le premier exemple d'un pays en développement qui s'intègre pleinement à des pays très développés. Alors, comme on a dit aussi depuis le 30 septembre, les trois pays ont annoncé la conclusion d'un nouvel accord. Il a été signé le 30 novembre suite à une volonté de la nouvelle administration américaine. Mais vous savez, chers élèves, il faut dire que l'ALENA reste toujours d'actualité parce que ce nouvel accord n'a pas encore été totalement ratifié, même si cela est le cas pour le Mexique et les États-Unis. Le Canada avait envisagé de ratifier d'ici au mois d'avril. Pour les objectifs aussi, vous les avez ici, élimination des barrières aux échanges tarifaires et non tarifaires, augmenter les possibilités d'investissement et favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange. Mais aussi, nous l'avons expliqué, vous l'avez relevé aussi dans les documents, ces buts d'ordre général sont assortis de quelques traitements spécifiques réservés à l'échange de quelques produits pour lesquels des restrictions ont été maintenues. Les enjeux du libre-échange comme deuxième point. Alors là aussi, nous avons des documents qu'on va vous proposer. Vous avez ici un tableau statistique portant indicateurs socio-économiques des pays de l'espace nord-américain. Donc les trois pays avec leur population, le PIB en milliards de dollars, la part de chaque pays dans le PIB de l'espace nord-américain à calculer. Vous avez les exportations, les importations, vous avez aussi la part dans le PIB mondial. Vous avez aussi un autre document, c'est un texte donc, tiré de Maurice Durocher, La mondialisation de l'économie. Alors, de quoi il parle ce texte? La clause d'origine exige que les produits échangés soient en majorité ou en totalité fabriqués en Amérique du Nord. Chacun des participants trouve avantage à cette association, d'autant qu'il y a une incontestable complémentarité entre le Mexique et le Canada, riches en sources d'énergie et matières premières, et les États-Unis, fournisseurs de capitaux et de technologies. Comment l'élève va-t-il faire pour utiliser ces deux documents? Alors ici, on va exploiter ces deux documents, non seulement le tableau statistique, mais aussi le texte. On va s'appuyer aussi, chers apprenants, sur vos acquis. Des calculs pourront être faits, des choix de graphiques aussi, pour caractériser le poids économique de l'espace, mais aussi pour évoquer les potentialités et les ressources de chaque pays. Alors, revenons au tableau. Si vous regardez bien le tableau, on parle de poids économique de l'espace nord-américain, mais déjà le poids démographique, vous avez la ligne qui porte, n'est-ce pas, la population de chaque pays de l'espace nord-américain. Vous savez, si vous faites le cumul, vous aurez la population totale de l'espace nord-américain. Alors, cette population totale, mise en rapport avec la population mondiale, qui est de l'ordre de 7,5 milliards, vous aurez la possibilité d'avoir le poids relatif de l'espace nord-américain dans le monde. Et ça va tourner autour de 6,5%. Regardez la dernière ligne, la part dans le PIB mondial. Ici, vous avez des valeurs relatives, la part des États-Unis, du Canada et du Mexique dans le PIB mondial. Alors là, on peut faire directement le cumul, vous le savez. Toutes ces données sont obtenues à partir d'un même dénominateur, c'est la richesse mondiale. Alors si vous faites le cumul, combien vous avez? Vous avez 27,82% de la richesse mondiale dans cet espace. Alors ces données statistiques, nous pouvons les exploiter. Nous pouvons en faire des représentations graphiques. De la même sorte également que la ligne que vous avez ici qui traite de la part de chaque pays dans le PIB de l'espace. Vous avez ici le PIB global du Canada, des États-Unis, du Mexique. Ici également, si vous faites le cumul, vous pouvez aussi déterminer la part relative de chaque pays dans la richesse de l'espace nord-américain. Là aussi, une représentation graphique peut être faite. Alors, regardons ce que vous avez certainement envisagé de faire comme représentation. Le premier document, représenté graphiquement, la part de l'ENA dans la population mondiale et dans le PIB. Regardez les deux barres que vous avez. Qu'est-ce que vous avez constaté? Que nous avons une portion très faible de la population mondiale confinée dans un espace qui représente seulement 1/6 des terres émergées, mais qui regroupe 27,82% de la richesse mondiale.
L'autre document aussi, qu'est-ce qu'il nous renseigne? Que nous avons un déséquilibre très important dans la répartition de la richesse au sein de l'espace nord-américain. Donc, quel enseignement on peut tirer de tout ça? Que nous avons un espace où le niveau de concentration de la richesse est très important. Mais également, un espace où les différents pays recherchent ce qu'on appelle des bénéfices complémentaires. Si on parle de bénéfices complémentaires, ça veut dire que chaque pays, n'est-ce pas, apporte quelque chose dans le cadre de cette intégration. Et ça, le texte que vous avez lu tout à l'heure nous permet d'en juger. Revenons sur le texte. Qu'est-ce que vous avez retenu dans le texte? Chacun des participants trouve avantage à cette association. D'autant qu'il y a une incontestable complémentarité entre le Mexique et le Canada, riches en sources d'énergie et matières premières, et les États-Unis, fournisseurs de capitaux et de technologies. Donc, aisément, vous avez constaté que le Canada et le Mexique apportent beaucoup de richesses, de matières premières. Les États-Unis fournissent les capitaux, fournissent aussi la technologie. C'est sous ce rapport-là qu'on parle d'une recherche de ce qu'on appelle des bénéfices ou bien des avantages complémentaires. Et c'est une intégration qui mise fondamentalement sur le commerce pour le développement de l'ensemble des pays. Voilà, donc de tout ça, on peut retenir que l'ALENA, c'est un immense espace d'échange regroupant 1/6 des terres émergées avec 27% de la richesse mondiale. C'est également une association où les uns et les autres, de par leur apport, facilitent, n'est-ce pas, les relations entre les différents pays. Le Canada avec ses richesses, ses matières premières, le Mexique ses ressources énergétiques, et les États-Unis avec leurs technologies et leurs richesses. C'est aussi le principal marché de consommation des produits. Donc voilà le troisième point maintenant qui porte sur le bilan et les perspectives dans cette intégration. Là également, vous avez ce tableau qui revient, vous l'avez déjà exploité, le tableau qui nous a permis d'identifier les déséquilibres dans l'espace nord-américain. Déséquilibre non seulement sur le plan démographique, vous remarquez le poids démographique des États-Unis par rapport aux autres pays, vous l'avez relevé, déséquilibre dans la part de chaque pays dans le PIB de l'espace nord-américain, mais aussi déséquilibre dans la part de chaque pays dans le PIB mondial. Alors vous avez aussi un autre document, voilà, un texte de l'ALENA à l'ASEM. Le nouvel accord se nomme USMCA aux États-Unis, mais ASEM au Canada et TMEC au Mexique. Pendant la négociation, le gouvernement américain imposera également d'importants tarifs douaniers, notamment sur l'acier et l'aluminium. Une véritable insulte. Le Mexique et le Canada ont vécu et vivent dans la crainte de voir le président des États-Unis retirer unilatéralement son pays de l'ALENA, ce qui aurait des conséquences funestes pour les économies mexicaines et canadiennes, toutes deux très dépendantes du marché américain. Environ 75% des exportations mexicaines et canadiennes sont destinées aux États-Unis, tandis que moins de 35% des exportations américaines se dirigent vers le Canada et le Mexique réunis. Quelle est la démarche qui sera utilisée par l'élève pour exploiter ces documents? Alors, chers apprenants, en vous appuyant, n'est-ce pas, sur ces documents, non seulement le tableau statistique, mais aussi le texte, vous allez relever les déséquilibres. Vous allez également vous appuyer sur le texte pour appréhender les enjeux du nouvel accord. Alors, le tableau statistique que nous avons déjà exploité, voilà ce qu'il nous renseigne. Nous avons un grand déséquilibre dans la répartition de la population, déséquilibre relatif au poids démographique, déséquilibre relatif aussi au poids économique, mais aussi déséquilibre relatif au poids commercial. Et regardons le texte. Qu'est-ce que vous avez retenu du texte? Alors, les économies mexicaines et canadiennes, toutes deux très dépendantes du marché américain. 75% des exportations mexicaines et canadiennes sont destinées aux États-Unis, tandis que moins de 35% des exportations américaines se dirigent vers le Canada et le Mexique réunis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Que nous avons un commerce intra-ALENA qui est très important pour ces deux pays, donc très dépendant du marché américain, alors que les Américains ont un commerce intra-ALENA beaucoup moins contraignant,
seuls 35% de leurs échanges se font à l'intérieur de l'espace. Donc, nous avons ici un déséquilibre commercial aussi très important. Alors, mais également, toujours à partir du texte, qu'est-ce que vous pouvez relever? Le texte, par rapport, n'est-ce pas, au nouvel accord qui est en cours, vous avez relevé la première phrase. Le nouvel accord se nomme USMCA, mais ASEM au Canada et TMEC au Mexique. Ça veut dire quoi? Que nous sommes passés de l'ALENA à une autre, n'est-ce pas, nomination, parce que nous sommes toujours dans un libre-échange. Mais un nouvel accord a été mis en place. Et ceci, n'est-ce pas, découle d'une certaine orientation que les Américains ont aujourd'hui de leurs relations avec leurs partenaires. Donc, depuis 2016, la nouvelle administration a renégocié l'accord. Donc, une pression exercée sur les partenaires avec tout ce qui a été dénoncé, comme quoi le déficit commercial est devenu très important. Nous avons aussi les immigrés mexicains, n'est-ce pas, qu'on croyait avoir donc, maintenus dans leur territoire, mais il y a aussi donc, les délocalisations importantes vers ces pays, source, n'est-ce pas, de chômage aux États-Unis. Donc, un ensemble de griefs que la nouvelle administration a relevé et elle a imposé à ses partenaires donc, la négociation de ce nouvel accord. Alors, donc voilà ce que nous avons et de tout ça, on peut retenir que pour ce qui concerne le bilan, l'économie canadienne a certes été confortée par cette intégration, mais sa dépendance à l'égard des États-Unis est renforcée. Le Mexique a gagné en puissance avec une diversification de son économie, mais beaucoup d'emplois ont été, avec beaucoup d'emplois créés, mais il a subi aussi la concurrence de son puissant voisin. Les États-Unis ont tiré beaucoup d'avantages de cette intégration, avec les approvisionnements et les possibilités d'investissement. Mais depuis l'avènement de Donald Trump, la nouvelle administration conteste fortement cet accord en dénonçant le déficit commercial important, les délocalisations sources de perte d'emplois aux États-Unis et les flux de clandestins mexicains qui alimentent le banditisme. Ainsi, le Canada et le Mexique ont été obligés par leurs puissants partenaires de renégocier les termes d'un nouvel accord. Après 13 mois d'âpres négociations, les trois pays ont annoncé le 30 septembre 2018 la mise en place de l'USMCA. Les compromis ont porté sur des domaines qui souvent ont donné lieu à des litiges comme le secteur de l'automobile américain sous le coup des délocalisations vers le Mexique où les coûts sont plus faibles, l'accès au marché laitier du Canada et la propriété intellectuelle. Voilà, chers élèves, ce que je me proposais de vous présenter aujourd'hui en attendant la prochaine séance. Bienvenue, chers élèves, chers parents d'élèves. Vous suivez l'émission Apprendre à la maison, qui est une initiative du ministère de l'Éducation nationale qui vise à assurer la continuité pédagogique dans ce contexte de crise marqué par la pandémie du Covid-19. Vous avez assisté tout à l'heure à la présentation du thème qui porte sur les intégrations régionales. Et pour discuter de ce thème, nous avons sur ce plateau le prestataire qui est à ma gauche, M. Alioune. Ousmane Alioune Ndiaye, professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. À ma droite, Amadou Sall, inspecteur d'histoire et de géographie à l'Académie de Thiès. Et moi-même, Mme Djojo Diadjou, formatrice au CRFPE de Rufisque. Bien, nous allons faire un tour à la régie pour recueillir les questions émanant des élèves sur ce thème. La régie, bonjour. Y a-t-il des questions? Bonjour, je m'appelle Bintou Kanté. Je suis élève au groupe scolaire Angela Davis de Yeumbeul. J'ai une question. Quel lien peut-on faire entre l'intégration régionale et le libre-échange prôné par l'Organisation mondiale du commerce? Voilà, M. Ndiaye, il y a une première question d'un élève qui vient de Yeumbeul. La question est la suivante. Quel lien peut-on faire entre l'intégration régionale et le libre-échange prôné par l'OMC? C'est une question intéressante. Les accords commerciaux régionaux, comme on appelle les intégrations,
semble être une entrave même au libre commerce planétaire prôné par l'Organisation mondiale du commerce. Il faut dire que le rôle de l'OMC, depuis qu'il a été mis en place dans le cadre des accords de Marrakech en avril 1994, vise, n'est-ce pas, donc à déréguler. Donc son objectif, c'est la déréglementation, c'est la dérégulation, donc le libre commerce à l'échelle planétaire. Alors si nous avons sous ce rapport-là des intégrations régionales, elles paraissent dans une certaine mesure être une entrave par rapport à cela. L'OMC d'ailleurs dispose, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le principe de la non-discrimination, avec la clause de la nation la plus favorisée. Cette clause, elle dit qu'un avantage concédé à un pays doit être étendu à toutes les autres parties contractantes. Alors, cette situation, vous savez, est contournée par ce qu'on appelle des dérogations, dont disposent les pays, n'est-ce pas, qui se sont intégrés. Et cette dérogation, n'est-ce pas, elle s'appuie sur ce principe-là, qu'on peut retrouver dans les dispositions de l'OMC. Ce principe, il dit que les libres-échanges, les unions douanières, doivent faciliter le commerce entre les territoires qui sont concernés. Mais en aucun cas, ils ne doivent être des entraves, des obstacles pour le commerce en direction des autres parties contractantes. Donc cette dérogation, vous savez, fait l'objet d'un rapport régulièrement déposé par ces accords commerciaux régionaux tous les 2 ans auprès de l'OMC qui a mis en place une commission chargée donc d'étudier ces accords commerciaux. Merci, M. Ndiaye. M. Sall, avez-vous des éléments pour compléter cette réponse? Tout à fait, il a tout à fait raison, n'est-ce pas? L'OMC, par ses règles, s'impose à toutes les nations du monde et cherche donc à organiser le commerce au plan international. Donc, il ne saurait y avoir, n'est-ce pas, d'exception. Maintenant, les cadres d'intégration régionale, tels qu'ils fonctionnent également, peuvent apporter, n'est-ce pas, des entraves à ces règlements, à cette réglementation. Mais pour tout dire, l'Organisation mondiale du commerce est l'organisation régulatrice du commerce international et on ne peut pas souffrir, n'est-ce pas, de voir des exceptions à ces règles. Merci pour ces importantes informations sur la question. Nous allons faire encore un tour au niveau de la régie pour voir s'il y a d'autres questions. Bonjour, je m'appelle Khadikan. Je suis élève au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Pourquoi les États-Unis ont-ils voulu renégocier l'ALENA? Nous avons une deuxième question qui nous vient d'une élève de Charles de Gaulle, Saint-Louis. La question est la suivante. Pourquoi les États-Unis ont-ils voulu renégocier l'ALENA? Alors, cette renégociation, vous savez, elle entre dans la logique de ce qu'on appelle la stratégie du America First, qui a porté au pouvoir donc Donald Trump. America First, Make America Great Again, donc des slogans qui ont été lancés pendant la campagne et qu'il essaye de mettre en œuvre. La traduction, vous savez, sur le plan commercial de cette doctrine repose sur un certain nombre de principes. L'objectif, n'est-ce pas, donc des États-Unis d'abord, c'est de réindustrialiser le pays. Et les États-Unis estiment que le Mexique est le principal responsable, bien sûr avec la Chine, de la désindustrialisation donc, des États-Unis. L'objectif également, le deuxième principe, si on peut dire, c'est la volonté américaine de rééquilibrer le commerce à l'échelle mondiale. Vous savez, c'est un pays qui a un déficit commercial très important. On peut même parler d'un déficit abyssal, tellement il est important. Nous sommes à plus de 700 milliards de dollars. Donc l'objectif, c'est de rééquilibrer, n'est-ce pas, ce déficit commercial. Donc il faut renégocier les accords. Il y a un troisième objectif de taille. C'est que les États-Unis veulent désormais redonner la priorité à leur souveraineté. N'est-ce pas, faire en sorte de se désengager de ces différentes organisations pour avoir, si on peut dire, la parole libérée. On a vu les États-Unis renégocier l'ALENA, mais on les a vus sortir d'autres organisations comme le TPP. Ils sont sortis même de la COP21, tout le monde le sait, même si la dimension environnementale est importante à ce niveau, il y a aussi des aspects économiques liés, n'est-ce pas, à la pollution notamment des entreprises. Ils sont sortis aussi de l'accord sur l'uranium, n'est-ce pas, avec l'Iran. Tout cela témoigne, n'est-ce pas, d'une volonté américaine de reprendre leur souveraineté par rapport à ces accords. Voilà.
Merci, M. Ndiaye. M. Sall. Tout à fait. La renégociation de l'ALENA, n'est-ce pas, procède, n'est-ce pas, de cette volonté de remettre en selle les États-Unis au regard, par rapport aux autres puissances, n'est-ce pas, par rapport aux autres pays qui composent l'ALENA notamment, n'est-ce pas. Et ceci étant, il est de bon ton que, n'est-ce pas, aujourd'hui, que l'ALENA qui a été signée sous le président Clinton, une administration démocrate, et aujourd'hui qu'il y a un républicain au pouvoir aux États-Unis, c'est de bon ton que ce républicain-là remette en cause, n'est-ce pas, ces accords-là pour booster en fait l'image américaine dans le monde encore. Merci beaucoup, M. Sall. Restons toujours au niveau de cette question. On a vu effectivement, comme vous l'avez dit, M. Ndiaye, les Américains tergiverser durant ces négociations. On sent cette volonté de se retirer, mais ça ne se passe pas. Et derrière ça, il y a une pression que les Américains exercent sur les autres pays partenaires. Quelles sont les réactions adoptées par le Canada et le Mexique pour atténuer la pression américaine? Alors, mais vous avez parfaitement raison. Ce sont des pays qui ont subi véritablement la pression américaine. Et leur crainte majeure, c'était de voir d'ailleurs les États-Unis se retirer de cet accord. Et ils ont été obligés de faire des concessions, de très larges concessions en faveur des États-Unis. Mais également, ces pays sont en train de se trouver des parades. Ils sont en train, n'est-ce pas, de renforcer leur coopération avec d'autres espaces pour atténuer la pression américaine. Alors, sous ce rapport, on peut parler du nouvel accord global que le Mexique a négocié avec l'Union européenne en 2018. Nous avons aussi la CETA, n'est-ce pas, Comprehensive Economic Trade Agreement entre le Canada et l'Union européenne. Et tout ça, n'est-ce pas, c'est une volonté exprimée par ces pays-là de sortir de cette étreinte économique, n'est-ce pas, américaine. Merci, M. Ndiaye. M. Sall, vous avez d'autres éléments à ajouter? M. Ndiaye, n'est-ce pas, devant cette entrave, devant cette volonté, n'est-ce pas, de les paralyser au plan économique, par cet accord-là, renégocié, le Canada et le Mexique sont obligés aujourd'hui, n'est-ce pas, de se tourner soit vers l'Europe, soit vers l'Amérique du Sud ou bien vers l'Asie-Pacifique pour diversifier, n'est-ce pas, leur partenariat économique et pouvoir, n'est-ce pas, sortir de cette étreinte américaine. Voilà. Merci, M. Sall. Merci, M. Ndiaye, pour cette discussion très intéressante. On aurait aimé même la prolonger, mais nous sommes arrivés au terme de notre temps d'antenne. Nous vous reviendrons après pour une autre séquence sur le même thème, sur les intégrations. Donc, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Comme nous vivons une pandémie, respectons les règles. Se laver les mains avec du savon à chaque fois et utiliser le gel alcoolisé. Servez-vous.